Selon vous, quelles devraient être les mesures immédiates et à long terme qu'on devrait prendre justement pour pallier à la situation? Je pense que la première solution, c'est celle qui est en train d'être expérimentée par le gouvernement ou le président de la République, en l'occurrence la diplomatie. Une diplomatie qui devrait, en temps normal, couper l'ennemi du soutien matériel, financier, militaire. Si un accord était trouvé avec les M23 et qu'ils déposaient les armes, qui devrait être tenu pour responsable des destructions et des milliers de morts causés par ces conflits? C'est un aspect qu'on devrait aborder après avoir stoppé les rebelles. Si nous ne pouvons pas nous sacrifier aujourd'hui pour ce pays, qui se sacrifiera pour nous? La situation politico-sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo, on en parle, mesdames et messieurs, dans cette édition spéciale. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, aujourd'hui nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Maître Iboula Mukelengi Blaise Franklin, qui se trouve être coordonnateur national de la dynamique Les Congo doit changer, DCDC en abrégé. Maître, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Charlie. Alors d'entrée de jeu, l'agression rwandaise en République démocratique du Congo à travers les M23 continue à s'intensifier avec l'occupation des larges parties des Kivu. Selon vous, quelles devraient être les mesures immédiates et à long terme qu'on devrait prendre justement pour pallier à la situation? Bien. C'est une situation très déplorable, on ne le dira jamais assez. Solutions, aujourd'hui, nous pensons que les solutions doivent se définir en fonction des objectifs que l'on cherche à atteindre, tout en sachant à la base les capacités des nuisances de l'ennemi. On l'a déjà dit que l'ennemi était largement soutenu par des puissances obscures ou peut-être connues en termes de financement pour l'acquisition des équipements, en termes de fourniture de l'équipement, en termes de soutien à leur économie, comme on a déjà dit, que quand on fait une guerre, on fait face à des coûts très exorbitants qui forcément devraient avoir un impact sur l'économie du pays. Mais dès lors que l'économie du Rwanda ne bouge pas, eh bien, ça veut dire que tous ces efforts viennent d'ailleurs. Donc du coup, je pense que la première solution, c'est celle qui est en train d'être expérimentée par le gouvernement ou le président de la République, en l'occurrence la diplomatie. Une diplomatie qui devrait, en temps normal, couper l'ennemi du soutien matériel, financier, militaire qu'il reçoit des autres, de sorte qu'il puisse se retrouver un peu léger ou allégé, au point que l'équilibre pourrait se rétablir militairement sur terrain. Donc ça, c'est le premier aspect et ça nous apprécions. Et il y a déjà des résultats, quoique très minimes, qui tombent, on en parlera, et des sanctions ci et là qui sont en train de tomber. Donc ça devrait être une première étape pour permettre en fait passer à l'étape fondamentale qui est la réorganisation du Congo, la réorganisation de l'armée, mais pour en définitive en découdre avec l'ennemi. Donc nous voyons la solution sur deux points. Le premier point, la diplomatie, pour isoler ou éteindre tout soutien au Rwanda. Et le deuxième volet, il est un volet interne qui commence fondamentalement par la préparation militaire où il faut définir également des objectifs et en même temps la cohésion nationale, comme on l'a toujours dit, à travers un dialogue ou des discussions qui devrait être un effort de guerre. Parce que personnellement, je ne crois pas que le dialogue peut mettre un terme à cette guerre. Mais c'est vrai qu'on dit que les guerres se terminent toujours par le dialogue et pas par la guerre. Mais le concept de dialogue, soit on a
l'un a été le plus fort, il l'emporte et il vous impose des dialogues, un peu comme le cas aujourd'hui de l'Ukraine. Et dans d'autres situations, les partis se sont neutralisés et ils aboutissent à un accord. Alors dans notre cas ici, quand je parle du dialogue, je dis que ce serait dialogue justement dans un sens où nous serons perdants. C'est pourquoi je dis que ces dialogues-là peut-être ne devraient pas être qu'on devait mettre au devant. On devait plutôt insister sur la préparation militaire et que le dialogue devrait constituer une cohésion, donc un effort de guerre qui suffit de nous permettre tous d'être derrière les forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face. Alors le dialogue, on va y arriver. Aujourd'hui, en tant qu'acteur politique en RDC, pensez-vous que la réponse militaire entreprise par l'État congolais est-elle suffisante? Sinon, quelle stratégie recommandez-vous? Bon, je pense que évidemment, la réponse n'est pas adéquate du fait de la conquête permanente, je peux dire, de l'avancée permanente de l'ennemi après toutes ces contrées qui auront été occupées par l'ennemi. Donc je pense que la stratégie aujourd'hui, elle ne marche pas. Il faudrait penser à autre chose. Alors, penser à autre chose, je suis en train de réfléchir comme analyste au regard de l'expérience d'autres contrées, d'autres pays comme la Chine, comme l'Angola à côté, et le Vietnam, la Corée du Sud et Corée du Nord, également l'Ukraine tout récemment. Au regard de tous ces éléments-là, ça nous permet quand même d'avoir une certaine idée. Alors, la stratégie, en fait, comme je disais tout à l'heure, qu'il était important, parce que nous parlons de la guerre, comme solution. Je pense qu'il est important que nous puissions définir dans un premier temps des objectifs militaires. Le premier objectif militaire à ce jour, je pense que ne devrait pas être la reconquête de contrées qui sont de villes occupées à ces jours, mais plutôt organiser la défense. La défense à travers certaines zones qui sont proches des territoires conquis. Organiser la défense à ce niveau-là, avec un objectif clair et précis, c'est celui d'empêcher l'ennemi d'avancer. Empêcher l'ennemi d'avancer ne signifie pas que nous n'allons pas reculer. Il peut arriver qu'on recule, mais on recule tout en mettant en difficulté l'ennemi. De sorte que tout prochain objectif pour lui soit un calvaire. Et l'en dissuader, on dit que non, mais il y aura trop de pertes et autres compte tenu de la détermination de ceux qui sont là. Moi, je pense que on devrait plutôt commencer par là un objectif immédiat qui devait être non pas de reconquérir, mais plutôt d'empêcher l'ennemi d'avancer. Lorsque nous l'aurons stoppé dans son avancée, nous pourrons peut-être envisager la reconquête. Donc ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des situations à réaliser en 6 mois, en 1 mois. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps forcément. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir la démobilisation qu'on trouve sur terrain et également une partie des Congolais qui s'amusent, je ne sais pas pourquoi, non pas à soutenir l'ennemi, mais à se réjouir du succès de l'ennemi. Alors ça, ce sont des éléments, évidemment, il faut répondre à ça, en fait. Donc sur le plan interne de la cohésion, ceux-là qui ne sont pas mécontents du succès de l'ennemi, et bien, d'autre part, va réorganiser la défense à travers les villes ou les contrées qui sont proches des zones conquises, et ça nous permettra évidemment de bien organiser cette défense pour empêcher l'ennemi d'avancer. Alors justement, dans le même ordre d'idée, maître, on n'est pas tous d'accord avec le comportement de certains Congolais qui ont tendance à soutenir ou à être d'accord avec l'avancée de l'ennemi. Mais aujourd'hui, dans le cadre toujours des pistes et des solutions, il y a certains Congolais qui pensent que d'abord l'actuel chef de l'État doit se retirer. D'autres évoquent même sa démission. Vous partagez cet avis? Je ne partage pas du tout cet avis, pas du tout. Mais je pense que nous devons rester dans un contexte constitutionnel
dans le contexte de respect de la Constitution, nous ne devrons pas, à l'occasion de cette situation, en tout état de cause, arriver à une telle situation, c'est tout simplement donner les flancs à l'ennemi. Parce que pensons-nous que l'objectif de l'ennemi est le changement de régime à Kinshasa? Ça peut être un objectif, évidemment, parce qu'ils sont en train de combattre... Oui, c'est parmi les raisons. Les régimes pour le changer. Mais l'objectif réel, mais nous le savons, mais ça veut dire qu'on aurait un autre président à la place. L'ennemi se comportera toujours de la même manière. Okay. Donc c'est pour dire son objectif, au fond, est ailleurs. Okay. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on doit rester dans le respect de la Constitution. Parce que jouer à ces jeux-là, moi, je pense que c'est mettre encore en difficulté la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a eu une alternance pacifique, une première en République démocratique du Congo. Ça, tout le monde l'a salué. Le président Joseph Kabila, qui est parti, et par des élections, le nouveau est venu, il a laissé les bâtons de commandement au nouveau. Cette alternance, c'est un acquis qu'il faut forcément préserver. Alors nous n'allons pas aujourd'hui le briser avec des intentions ou des idées de ce genre-là. Moi, je pense que c'est des idées qui ne profitent pas. Monsieur Tshisekedi devait tout au moins rester en fonction jusqu'à la fin de son mandat. Okay. Forcément. Jusqu'en 2028. 2028, c'est ce qui est prévu par la Constitution. Alors, l'incident qui se passe aujourd'hui, il relève de sa responsabilité de protéger le Congo et les Congolais. Donc, il doit se battre pour remettre de l'ordre, de sorte qu'en 2028, si tout le permet, que l'on puisse organiser des élections pour suivre cet élan de cycle électoral, c'est-à-dire d'accession de manière démocratique au pouvoir. Okay. C'est ça l'acquis fondamental que nous devons préserver. Mais forcément. Donc toute idée de vouloir... bon, je ne sais pas par quel mécanisme. Interrompre les mandats en cours. Par quel mécanisme on le ferait? Sinon, des mécanismes qui seraient, écoutez, anticonstitutionnels. Pas une bonne option. À ce titre-là, ça ne servira pas à la République démocratique du Congo. Je pense que c'est une option qu'il faut forcément éviter et que nous puissions rester dans les rangs et qu'il y a un incident qui est arrivé et qu'il faut constitutionnellement essayer de résoudre cette question. Voilà. Le dialogue, parlons-en. Que pensez-vous alors des consultations engagées par les princes de l'Église, catholiques et protestants, qui ont d'abord rencontré les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par la suite, ils ont rencontré les présidents rwandais Paul Kagame, des opposants et même le 1-23. Croyez-vous à cela? Bien, on dit, comme on l'a dit tout à l'heure, les guerres ne se terminent pas par la guerre, se terminent par le dialogue. Donc du coup, le dialogue, il ne peut être que le bienvenu. Le dialogue, là où peut-être au niveau régional, au niveau international, il n'y a pas eu d'avancée, mais il est possible qu'à ce niveau-là, interne, avec impact sur la région, on puisse aboutir à une solution durable, à une paix durable, comme on le dit. Donc à ce titre-là, je pense que le dialogue il est bienvenu, nous ne pouvons que le soutenir. Mais en réalité, moi je pense personnellement que le dialogue doit être perçu plutôt dans un sens d'effort de guerre, comme j'ai toujours dit. Quand j'ai dit effort de guerre, ça veut dire c'est une situation susceptible de permettre de créer la cohésion. Cohésion signifie que les Congolais, je dis dans leur majorité, parce qu'on ne fera jamais l'unanimité, dans leur majorité, puissent être derrière le président de la République, le commandant suprême, parce qu'à ce jour, c'est lui qui a la responsabilité. Donc, je ne dis pas seulement le bâton de commandement, la responsabilité constitutionnelle de nous protéger et de protéger nos biens. Donc c'est à ce titre-là qu'il est important qu'il obtienne le soutien de Congolais pour qu'il puisse faire ce travail que nous savons que c'est un travail qui n'est pas facile. Non, du coup, donc c'est ça. Donc je lis le dialogue plutôt à un combat sur terrain. Les dialogues étant un appui, quelque chose qui permet aux Congolais d'être ensemble, derrière le chef, pour travailler sur terrain. Et nous avons dit, l'objectif premier de ce travail, à mon sens, je ne suis pas expert militaire, mais je pense qu'à mon sens, devrait être
de stopper l'avancée de rebelles. C'est-à-dire créer des grandes zones où nous créerons des points de défense, nous renforcerons les défenses de sorte à empêcher l'ennemi d'avancer. Donc pour moi, à ce niveau, c'est ça l'objectif immédiat sur terrain qu'il faut faire, et que ce dialogue devrait nous permettre en fait de nous constituer une force derrière le chef pour atteindre cet objectif. Mais curieusement, maître Iboula Moukeleng et Blaise Franklin, pendant que ces consultations ont lieu, les rebelles continuent d'avancer, et aujourd'hui, selon même les informations de notre possession, les rebelles ont donné un mot d'ordre de ne plus reconnaître la carte d'électeur comme pièce d'identité dans cette partie du pays. Et ne voyez-vous pas que cette mesure ou ces consultations risquent d'être vouées à l'échec? Bon, les consultations, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon sens, ne devaient pas avoir pour objectif de stopper la guerre et de ramener la paix. Je ne le vois pas dans ce sens-là au regard de la réalité. Parce que nous en sommes, je pense, je ne sais pas moi, au 30e dialogue, consultation. On en a eu des Amaniléo, patati patata. C'est vraiment les énièmes. Le énième, alors qu'on me donne une seule raison, enfin, pas qu'on me donne, je ne vois pas une seule raison, mais pour laquelle cette fois-ci, serait la bonne. Alors on doit plutôt reconsidérer l'objectif de ce dialogue, comme je l'ai dit. Qu'un dialogue qui puisse rentrer plutôt dans le cadre de la réconciliation nationale. Je l'ai toujours dit. On rentre dans la réconciliation nationale où tout le monde devrait, on devrait se regarder en face, dire que non, nous avons fait des trucs qui n'étaient pas corrects, nous avons eu des idées ou des choses qui n'étaient pas correctes, et qu'il est important pour l'intérêt de la République que nous puissions alors. Entre autres intérêts de cette réconciliation nationale dont je parle, je vais définir ce que j'appelle réconciliation nationale. Je vous en prie. Mais c'est entre autres le fait que l'on puisse en fait retirer la carte d'identité, tout au moins la carte d'électeur, ce qui nous sert de carte d'identité à ce jour, que par les autorités qui occupent le Goma, le Nord Kivu, une partie du Nord Kivu. Je pense que ça, c'est une preuve des intentions qu'ils ont, en fait, de faire autre chose que libérer, comme ils prétendent, la République démocratique du Congo. Il y a un agenda caché. Il y a forcément des idées derrière ça. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, et que nous devrions faire très attention par rapport à ça. Oui. Donc c'est pour cette raison, j'aime bien que nous puissions faire la distinction entre les intérêts du pays, notre pays, la République démocratique du Congo, et des frustrations qui peuvent découler d'une gestion qui ne nous plaît pas. De la part notamment de monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pas un saint. Il a eu des faiblesses. Il a eu à faire ou à dire des choses qui ont frustré beaucoup de Congolais. C'est une réalité. Mais nous avons en face de nous également des gens qui viennent avec un agenda. Vous avez dit tout à l'heure, caché, moi je pense que l'agenda, il est connu de presque tout le monde. De quoi il s'agit? Alors, il est question maintenant de faire ces choix-là, de dire que non, il y a des cartes qui vont changer des cartes, et quel sera leur prochain acte? On ne sait pas. Donc du coup, ça, ce sont des indices qui doivent nous pousser à comprendre que la seule voie, c'est nous unir dans un premier temps, faire bloc, ensuite empêcher l'ennemi d'avancer dans un objectif militaire immédiat. Et pour que nous puissions avoir cette capacité, cette mobilisation, ce moral pour le faire, cette cohésion, elle est importante. Ce dialogue que nous considérons comme effort de guerre est important. Donc pour revenir à cette question des cartes d'identité, moi je pense que c'est un des signes, mais on ne sait pas quel sera le prochain acte prochainement qui pourra mettre en mal en fait l'union, l'unité de notre pays ou l'intégrité de notre pays. Alors il y a justement deux petites questions provenant de téléspectateurs.
Comme toujours, la première c'est de savoir si un accord était trouvé avec les M23 et qu'ils déposaient les armes, qui devrait être tenu pour responsable des destructions et des milliers de morts causés par ces conflits. Qui devrait être responsable? La responsabilité, à ce jour, moi je pense que c'est un aspect qu'on devrait aborder après avoir stoppé les rebelles. Ok. Il n'est pas trop important pour le moment. Non, je ne dis pas important, mais pas prioritaire. C'est un aspect qui peut être exploité, peut-être sur le plan diplomatique, pour augmenter la pression sur l'ennemi. À ce titre-là, aujourd'hui, nous ne pouvons pas être en train de dire, bon, enfin, écoutez, nous taguissons de responsabilité, c'est tel ou tel autre, et après, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils ont fait pire que ça. Donc, on devait plutôt en train de réfléchir comment les stratégies, comment il faut les arrêter, des objectifs immédiats, militaires, et les objectifs d'un dialogue effort de guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les arrêter et envisager dans l'avenir comment on peut reconquérir les territoires occupés. Voilà. Alors la dernière question provenant de téléspectateurs, c'est la suivante. Quelle est votre lecture, Maître Blaise, des déclarations du président Félix Tshisekedi qui accuse à la fois Paul Kagame et son prédécesseur Joseph Kabila d'être à l'origine de cette guerre? Quelle analyse, oui? Bien. Je présume que le président de la République doit être la personne la mieux informée sur la situation sécuritaire de renseignement de la République démocratique du Congo. Et quand il tient de tels propos, je suppose qu'il a des éléments tangibles qui lui permettent d'arriver à cette conclusion. En revanche, de tels propos devraient forcément avoir des conséquences. Des conséquences du genre l'ouverture des enquêtes, des investigations pour établir la responsabilité de l'ancien président Joseph Kabila dans ce qui se passe actuellement. Donc on ne devrait pas, vu la gravité de ces propos, se limiter à ça. On devrait déclencher des investigations et pour aboutir à certaines conclusions, de sorte qu'on puisse effectivement charger monsieur Joseph Kabila Kabange pour si ces faits-là ils sont avérés. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, pour l'intérêt de ce dialogue que nous voulons, effort de guerre, il serait peut-être plus souhaitable que l'on puisse avoir des mains assez gantées, de sorte que avoir des propos, même si à la fin on peut aboutir aux mêmes objectifs, mais que ça puisse pas s'apparenter à une épée qu'on était en train de planter dans le cœur de cette initiative de dialogue, de consultation, pour donner un peu de la chance à ces dialogues-là. Donc il est important que l'on puisse être assez mesuré. Ça, il faut qu'on le dise, parce que l'objectif, je ne pense pas que ce soit de dire que tel ou tel autre est responsable, mais c'est plutôt de ramener la paix en République démocratique du Congo. Maître Iboula Mukelenge, aujourd'hui, au regard de la situation qui traverse notre pays, sans état d'âme, ne craignez-vous pas un risque de balkanisation de notre pays? Et si c'était le cas, vous proposez quoi exactement? Bon, honnêtement, moi je ne suis pas d'avis quand on parle de balkanisation de la République démocratique du Congo sur cette question-là. Moi je ne suis pas d'avis, tout simplement parce que il faut faire la distinction entre la balkanisation invasion et la balkanisation autodétermination. La balkanisation invasion, c'est lorsque justement un pays étranger vient envahir votre pays, conquiert des pans de terre dans votre, et il essaye de les rattacher soit à un autre pays, ou il essaye de créer un État
sur ces territoires qui auront été conquis. Ok. Bon, dans la plupart des cas, ce sont des invasions, ce sont des balkanisations qui s'achèvent par quoi? Par la reconquête. Ok. Pour la plupart des cas. Ben oui. Ça se termine par la reconquête. Lorsque vous allez reconquérir, ben, il n'y a plus balkanisation. Okay. Donc en fait, c'est tout simplement une invasion. Et il faut que nous puissions la considérer comme telle. Vous en avez parlé par moment, les sanctions infligées à certains hauts cadres, aux responsables, allais-je dire, de ce mouvement rebelle. On cite les noms de James Kabarebe et également Laurence Kinyoka par les Nations Unies. Est-ce que ces sanctions-là sont-elles plutôt suffisantes? Bon, avant de répondre à cette question, j'ai parlé tout à l'heure de la balkanisation-invasion, qui se termine avec la fin de l'évasion, et la balkanisation-autodétermination. La plus dangereuse, c'est la balkanisation, autodétermination. On l'a vu au Balkan, avec la Yougoslavie qui s'est disloquée. Il y a eu justement cette volonté des peuples de différentes contrées de devenir un État, de devenir indépendant. Vous voyez, et là, c'est même soutenu par les Nations Unies, par l'appel le droit des peuples à l'autodétermination. Le peuple à s'autodéterminer. Oui. Alors, dans le cas de l'Est de la République démocratique du Congo, il est un fait établi que nos populations de l'Est, nos populations du Nord, Sud Kivu, et même des Luturi, n'ont jamais manifesté quelconque volonté de s'autodéterminer. Ça n'existe pas. Il peut y avoir certaines peuplades, n'est-ce pas, qui souhaiteraient influencer au nord ou au sud Kivu, mais on ne va pas faire l'autodétermination d'un secteur ou d'une chefferie. Non. Les peuples du nord et du sud Kivu n'ont jamais été favorables à la balkanisation, je veux dire à l'autodétermination, autant que toute la population congolaise. Donc du coup, moi, j'ai jamais été inquiété. Il n'en est pas question. J'ai jamais été inquiet de la réalisation d'une telle balkanisation au niveau du sud, du nord et du sud Kivu. Il y a des gens qui eux-mêmes ils disent on devient indépendant ou non. On ne vivra pas la situation du Soudan comme ce fut le cas. Chez nous, il n'en est pas question. Non, là, c'était l'autodétermination. C'est la volonté des peuples qui étaient là, qui ont bien voulu devenir autonomes. C'est en fait ça. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Tout à fait. Il s'agit ici d'une balkanisation-invasion qui va se terminer avec quoi? Avec la reconquête des territoires occupés. Alors, c'est à ce titre-là, d'ailleurs, j'étais en train de dire que quand nous parlons des dialogues avec qui parle dialogue avec le M23, parce qu'il s'agit du M23, mais pourquoi, personnellement, j'ai jamais été favorable à ces dialogues? Parce qu'on dit, s'il n'y a pas de dialogue, il faut se défendre. Or, nous ne défendons pas, on dit que les rebelles est en train d'avancer, mais ils avanceront. C'est pourquoi nous avons proposé des objectifs de défense pour stopper l'avancée des rebelles. Parce que conclure un accord dans un contexte pourrait consacrer l'occupation de la République démocratique du Congo, ou tout au moins de la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, il est mieux, un peu comme cela a été fait en Corée, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, en 1952, ça a abouti à un accord d'armistice, qui n'est pas un accord de paix. Ça veut dire que vous ne combattez plus, vous attendez, mais cela ne veut pas dire que le Kivu est abandonné. Non, nous sommes dans une situation de guerre, mais une forme de cessez-le-feu permanent, susceptible de nous permettre de nous réorganiser. Un accord dans ce sens-là pourrait être accepté. Ce ne serait pas être un accord de paix où on dirait que non, parce que l'autre danger, c'est quoi? C'est que si on accepte un tel accord, il se passera que ceux qui sont de ce côté-là, ils peuvent même créer comme on l'a fait en Russie. On a vu en Crimée, en Donetsk, toutes les zones russophones. Pendant tous ces temps qu'ils vont rester. On essaye d'organiser comme ça des référendums, mais qui n'ont jamais été reconnus par personne en fait dans le monde. Parce qu'il y a une grande partie de la population de ces zones-là qui n'est pas d'accord du tout
avec cette aspect des choses. Alors, on parlait de sanctions. Bon, personnellement, moi, je ne crois pas trop en ces trucs-là. Nous avions dit l'objectif des sanctions devrait être d'affaiblir l'ennemi pour que nous puissions mieux le combattre. L'affaiblir dans quel sens? Dans le sens où il est privé de moyens financiers, de moyens matériels et autres. C'est ça ce qui peut directement nous permettre à nous. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est... Parce que, écoutez, je dis ça comme ça, la guerre, le dialogue, nous en sommes au 40e dialogue. Mais aujourd'hui, cette pression internationale peut également aboutir, comme on dit, ah non, mais voilà, les forces rwandaises et consorts doivent quitter la République démocratique du Congo. C'est déjà vu. En 2012. Et ça reste toujours verbal aussi. Ils avaient occupé Goma, après des pressions, ils sont partis. Mais cela ne les a pas empêchés de revenir. Mais voilà, quelques années plus tard. Ils sont de retour. Donc c'est pour dire la fin de la guerre devrait signifier anéantir la nuisance du Rwanda. Si nous voulons léguer un pays avec une paix durable, nous devons être capables d'anéantir la menace de l'armée rwandaise. Et cette menace ne peut être anéantie que militairement. Que la diplomatie, telle qu'on le fait aujourd'hui, ça on apprécie tous les efforts, parce que ça ce sont des retombées. De la diplomatie devrait servir à affaiblir l'ennemi pour nous permettre, nous, de l'anéantir militairement. Alors, les sanctions contre James Kabarebe, oui, Laurence Kinyoka. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Nous avons dit l'objectif est d'affaiblir l'ennemi. Mais réfléchissons, voyons. En quoi des sanctions, pas de visa, compte bancaire, je ne sais pas moi, de ceci, cela, de Kabarebe et de l'autre, de Laurence, devrait avoir un impact sur l'affaiblissement immédiat des actions sur le terrain. De sorte que nous puissions prendre le relais et puis taper sur l'ennemi. Moi, je ne vois pas. Par ailleurs, qui est M. James Kabarebe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il représente devant le régime rwandais, M. James Kabarebe? Je ne sais pas quelle fonction il occupe. Aux dernières nouvelles, il devrait être, je crois, ministre de la coopération régionale. C'est un grand dignitaire. Un truc dignitaire, il s'agit de l'influence que monsieur peut avoir. Et vous savez que monsieur, il a été chef d'état-major général. Par la suite, il a été enlevé, mis en retraite. En fait, c'est de la retraite qu'on l'a tiré, mais pour le mettre de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'il représente en réalité aujourd'hui, M. James Kabarebe? C'est une question que je me pose. Ben, parlons de Laurence. Eh bien, M23. Mais je pense que... C'est le porte-parole. Je pense qu'il y a des gens qui ont une influence plus importante au M23 qu'on pouvait sanctionner. Ben, vous pouvez les citer autant qu'ils sont là, sur le plan militaire, sur le plan politique et autres. Pourquoi on ne touche pas à cela, mais on touche à, je dirais, à un menu fretin? Vous voyez? Donc, disons, globalement, c'est un début, on peut le dire, ben parce que bon, il y a eu une pression, mais c'est pas assez. La pression, c'est pas du tout assez. Et je demande au président de la République de poursuivre cette offensive diplomatique, de continuer à dénoncer, de continuer à pousser, de jouer avec tous nos amis pour nous permettre. L'objectif de la diplomatie devrait être, à mon sens, d'affaiblir l'ennemi. Comment l'affaiblir? Je suis très précis, en le coupant de toutes les aides, de tous les financements, de toute l'assistance technique, militaire et autres, de sorte que nous puissions avoir les moyens de le contenir et dans l'objectif final de le bouter dehors. Toute autre manière de faire, pour moi, eh bien, ça ne fait que en fait, retarder notre agonie. Alors, Maître Blaise, on arrive sûrement à la fin de cet entretien. Peut-être deux petites questions nous restent. Aujourd'hui, vous évoquez régulièrement cette cohésion nationale. Il faut d'abord se parler en interne. Moi, j'en suis tout à fait d'accord. Mais souvenez-vous, aujourd'hui, il y a d'autres qui sont incarcérés, il y a d'autres qui sont en dehors du pays. Et sous quel format voulez-vous que ces dialogues puissent se passer? Alors là, je pense qu'il faut un message direct
au président de la République. C'est lui les garants des bons fonctionnements, bien sûr, des institutions. Bien, nous disons que le dialogue a pour objectif la cohésion nationale, et cette cohésion nationale elle-même a pour objectif l'union des Congolais derrière les forces armées, derrière le commandant suprême. Je dis commandant suprême parce que c'est lui qui a la responsabilité constitutionnelle aujourd'hui de nous protéger, nous citoyens de ce pays, et de protéger nos biens. Alors, cela veut dire que dans le parcours, il y a eu des situations qui n'ont pas mis tout le monde d'accord. Et c'est pour cette raison-là, certains sont en prison, d'autres sont en exil. Et il y en a encore d'autres qui sont au Congo ici, qui continuent à manifester ces frustrations. Et ces frustrations ne manifestent pas seulement au niveau des personnalités, mais également au niveau de certaines populations qui se sentent en danger, n'est-ce pas ? Qui se sentent lésés, qui se sentent menacés, même chez eux. Ce sont toutes ces situations auxquelles, à mon sens, quand je parle de la réconciliation nationale, le président de la République devait prendre les devants, eh bien, pour dire que, écoutez, il s'est passé des choses. Des choses qui n'ont pas plu à tout le monde. Des choses qui n'ont peut-être pas été conformes aux lois de la République. Des choses qui ont frustré plusieurs d'entre nous. Je pense qu'il est temps que nous puissions passer l'éponge. Comment passer l'éponge? Par des actes concrets du côté du président de la République. Entre autres actes concrets, c'est quoi? Dernièrement, on a entendu parler d'une grâce présidentielle. Eh bien, aller au bout de cette pensée, que ceux-là qui sont en prison pour des raisons de leur opinion, des journalistes et d'autres défenseurs de la société civile, eh bien, qu'ils puissent bénéficier d'une libération. Il y a également le journaliste Marc Moukebaï, qui est en prison. Il y a évidemment d'autres encore qui sont là pour raison d'opinion. Ce seraient des gestes très frappants. Et ça va décrisper la situation. Et ça peut vraiment, comme vous dites, décrisper la situation. Okay. Il en est de même pour ceux qui sont à l'extérieur. Je pense au sénateur à vie, monsieur Joseph Kabila. Qui vit présentement à l'étranger. Kabangé, qui vit à l'étranger, en tout cas aux dernières nouvelles. À lui, aux autres comme Moïse Katumbi, Franck Diongo et tous les autres. La question n'est pas qu'on puisse le ramener de force en République démocratique du Congo, mais le président devait plutôt manifester cette volonté de le voir librement revenir en République démocratique du Congo pour qu'ensemble nous puissions soutenir cette lutte pour la survie de ce Congo en un morceau. C'est ça le sens que moi je donne. Donc, pour moi, le responsable premier de cette réconciliation nationale, c'est le président de la République. Je ne dis pas qu'il doit être en train d'aller se plier devant ceux qui sont manifestement de mauvaise foi, mais qui ne veulent pas revenir. De toute façon, on ne fera jamais l'unanimité. Hein. Okay. Ça, il faut qu'on le dise. Okay. Au moins que le message de sa part puisse aller. Nous avons eu des différends, mais maintenant, il est question de la nation. Okay. S'il vous plaît, revenez. S'il vous plaît, sortez des prisons, qu'ensemble, nous puissions voir comment on peut faire avancer les choses et principalement, en fait, sauver le pays, parce que moi, je pense que c'est une menace existentielle du Congo. Vraiment. En un morceau. Alors, si nous recroquevillons derrière nos égos au détriment de l'intérêt général, on risquerait de perdre les pays. Eh bien, nous tous, nous le perdrons. Vraiment. Et ce pays, et là, nous n'aurons que les larmes pour pleurer. Notre message à l'endroit de nos militaires au front, qui auront bien sûr l'occasion de vous suivre, nos Wazalendo, mais également le peuple congolais, dont une partie reste meurtrie dans la partie orientale. Bien. Il y a une chose importante que nous devons savoir. La République démocratique du Congo n'est pas la première nation dans le monde à
à vivre la situation dans laquelle nous nous retrouvons actuellement. Il y a plusieurs autres à travers le monde qui ont subi le même sort, mais qui après étaient sortis vainqueurs. C'est pour donner ce message d'espoir à tous les Congolais. Je l'ai toujours dit et je ne le dirai jamais assez. L'ennemi prendra une contrée, il en prendra peut-être d'autres. C'est des batailles que nous perdons, mais la guerre, nous ne la perdrons pas. Pour ne pas la perdre justement cette guerre, nous devons prendre conscience de la gravité de la situation. À nos militaires qui sont au front, vous avez été en difficulté compte tenu de plusieurs aspects, mais vous devez savoir une chose, que vous ne défendez pas la République, vous ne défendez pas, le président de la République, vous êtes plutôt en train de défendre nos femmes, vous êtes en train de défendre nos enfants. Le Congo est Congo aujourd'hui, il sera également Congo demain. Et le demain du Congo dépend en fait de votre sacrifice à vous. Au Ouazalendo, c'est le même message. Le combat que vous êtes en train de mener, vous devez savoir que c'est le combat pour vous-même, pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir de ce pays. Si nous ne pouvons pas nous sacrifier aujourd'hui pour ce pays, qui se sacrifiera pour nous? Qui viendra combattre pour nous? Personne, autre que nous. À Monsieur le Président de la République, il est important en ce moment que vous puissiez prendre de grandes mesures. Des mesures qui devaient consister, comme on l'a dit, à la réconciliation nationale. Première chose. Deuxième chose, à la reconstitution de la structure de défense de notre pays, qui doit commencer par un gouvernement fort, un gouvernement constitué des hommes et des femmes capables de faire le travail. Et ce travail va se faire sur quelle base? Sur la base des idées, des doctrines que vous devez avoir en votre possession. Quelle est l'orientation qu'il faut prendre en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui? C'est cette orientation-là que nous appelons un plan. C'est ce plan qui vous permettra de lever des grandes options pour que demain, ce Congo puisse se souvenir de vous. Vous rentrerez par la grande porte dans l'histoire du Congo si, aujourd'hui, vous parvenez à mettre un terme à ce cycle infernal d'humiliation de la République démocratique du Congo. Et nous l'avons dit, et cette fin ne passera que par la guerre. Pas une guerre d'agression, mais une guerre pour défendre la République démocratique du Congo. L'objectif premier, comme nous avons dit, il faut constituer des zones de défense de la République tout autour de territoires qui sont conquis pour empêcher l'ennemi d'avancer. Dans cette guerre, il y a une chose fondamentale à faire, il faut faire douter l'ennemi. S'il doute sur terrain, s'il subit de pertes énormes, autant que nous sur terrain, il réfléchira 2 fois avant d'attaquer la prochaine ville, le prochain territoire. C'est vous qui êtes constitutionnellement, on l'a dit, le responsable de la sécurité des personnes et des biens en République démocratique du Congo. C'est vous qui devez être au devant. C'est vous qui avez la responsabilité de mobiliser tous ces Congolais. Et nous pensons que jusque-là, ce travail, il n'est pas suffisamment fait. Et que vous devriez faire davantage. Vous deviez faire plus. Et vous deviez vous entourer des personnes qui sont convaincues que c'est par le sang que nous allons sauver notre pays. Pour les chrétiens, on dit buvez le sang de Christ et vous serez sauvés. Donc c'est le sang qui sauve. Le fils d'Israël en Égypte ont été sauvés encore par le sang. Et c'est ce sang-là qui sauvera ce Congo. C'est un sang face à l'ennemi. Le sang qui résiste à l'ennemi, pas le sang qui fuit devant l'ennemi. Merci. Merci également de nous avoir suivis. Merci de nous écrire. Merci pour vos observations. Merci de commenter avec beaucoup de politesse. Merci de partager cette émission et surtout de liker. Nous sommes ensemble avec vous
nos chers compatriotes, vous qui vivez les moments très chéraux dans cette partie orientale, comme l'a dit mon invité aujourd'hui, nous sommes ensemble avec vous et vous remarquerez que nous sommes aussi par moments dépassés par la situation, mais l'espoir est là. Tenons-nous bons dans l'unité, dans la cohésion. Nous allons vaincre cette guerre et nous allons vaincre notre ennemi.